commence à me raconter une histoire. Je dis arrêtez-vous là, je connais bien cette histoire, je la connais très très bien, je pense que je la connais peut-être celui qui la connaît le mieux, c'est moi qui suis intervenu. La nuit du 12, c'est moi qui étais le médecin légiste, c'est moi qui ai fait l'examen de corps, c'est moi qui ai constaté ces violences effroyables sur cette très jeune femme, avec une brutalité particulière dans ces lésions. Je suis le docteur Bernard Marc, médecin légiste, chef de service de médecine légale. J'exerce la médecine légale depuis 35 ans et je suis l'auteur du livre Médecin légiste pour les morts et les vivants chez Mareuil. L'image du médecin légiste, elle a été un peu détournée. Elle est détournée parce que beaucoup de séries américaines ont montré ce qu'on appelle les coroners aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, mais ce qui est seulement une partie de la médecine légale, y compris dans ce monde-là, et qui sont des gens qui font de l'autopsie et que de l'autopsie. Donc on imagine le légiste à ne faire que de l'autopsie. En France, et depuis très longtemps d'ailleurs, puisque les premiers à avoir décrit des syndromes de violence sur les mineurs, c'est par exemple Tardieu, 1850, vous voyez qu'on est très très loin. Et les légistes se sont toujours passionnés pour le vivant aussi, les lésions, parce que les violences, elles concernent aussi des gens vivants. Un traumatisme n'est pas forcément mortel. Vous pouvez être victime d'un accident de la route, vous pouvez avoir été agressé et survivre heureusement à cette agression. Donc le légiste, il a une partie où on le voit vraiment plutôt dans le fond d'une chambre mortuaire ou sur sa table d'autopsie. Et puis, beaucoup de séries en ont fait un personnage qui est un bonhomme un peu ou irascible, ou un peu fantaisiste, ou un peu versé sur des alcools forts, et qui traînouille et qui est un drôle de personnage. Alors, le métier, il est effectivement un petit peu caractérisé par un personnage où on comprend que le cinéma ou la caricature un petit peu du personnage ou le roman veut faire quelqu'un facile à mettre dans un endroit. Alors, ces chambres froides, elles sont inquiétantes, elles sont en même temps tout à fait mystérieuses, elles sont un endroit particulier et le légiste y a son rôle exact. Quand on est beaucoup plus discret, quand on est à voir ce qui constitue 95% de notre activité, 93% pour être très précis, qui sont les examens de victimes vivantes, eh bien on est banalement dans une blouse blanche et dans un cabinet qui ressemble à un cabinet comme tout autre cabinet de médecin. Il y a une table d'examen, un examen qui est simplement plus minutieux, plus détaillé, et qui va faire entrer des objets curieux, qui sont beaucoup d'objets de mesure, qui sont l'appareil photo, qui est un petit peu notre stéthoscope. Le stéthoscope du médecin légiste, c'est beaucoup plus l'appareil photo, beaucoup plus la mesure, beaucoup plus les prélèvements. Et ce personnage-là, eh bien, il est moins à mettre en évidence. Par contre, il est tellement présent dans notre société, tellement là pour recueillir ces récits et sur les corps aussi, reprendre des récits des violences qui ont pu survenir, qu'elles soient des violences sexuelles, mais aussi dans des consultations comme celles que j'ai, pour des récits de torture, de gens qui viennent de l'étranger et qui vont demander le droit d'asile parce que chez eux, ils ont subi des tortures, des mutilations, des choses qu'on jugerait absolument impossibles, inimaginables, répréhensibles dans le monde occidental et qui se font encore aujourd'hui, puisque ces gens arrivent aujourd'hui et ils sont à nos portes. Alors le médecin légiste est un des tout premiers intervenants de la scène de décès, la scène de crime, parce que on va intervenir sur ce qu'on appelle la levée de corps, c'est-à-dire l'endroit même où les faits se sont passés, lorsqu'il y a un décès. Et un décès qui au départ est un décès suspect et sur lequel notre avis va faire pencher ou non la balance. Ou apporter des éléments de preuve. Les premiers vont être les techniciens de police technique et scientifique, les techniciens d'investigation criminelle si c'est en zone de gendarmerie, les premiers hommes en blanc qu'on voit complètement équipés en blanc avec des surchaussures, un masque, des gants. Et puis le troisième qui va intervenir un petit peu plus tard, c'est le médecin légiste qui va
voir le corps, comprendre la scène, apporter des éléments, faire attention à ne pas faire d'erreurs au point de vue de traces qu'on pourrait laisser, une trace génétique, et apporter les premiers éléments aux enquêteurs, dire qu'il faut rechercher tel type d'instrument, tel type d'objet qui a pu être utilisé pour occasionner la mort, ou au contraire, parfois devant des scènes très sanglantes, faire baisser la pression parce qu'on va s'apercevoir qu'il s'agit là d'une pathologie. Des gens ayant par exemple des hémorragies digestives cataclysmiques qui peuvent transformer une scène en une scène absolument gore, avec du sang absolument partout, des cheminements, des pas, et sur lequel le médecin légiste va apporter les premiers éléments. Et puis on le retrouvera un petit peu plus tard dans son élément, dans un endroit qui est très aseptisé, qui est la salle d'autopsie. Les salles d'autopsie modernes ressemblent à des blocs opératoires. Elles ont des systèmes de ventilation, des systèmes anti-infectieux, des précautions particulières. On est en atmosphère de pression négative. Ou bien, si on n'a pas assisté aux violences, on va être le premier à recueillir des éléments sur la victime qui est soit hospitalisée, soit dans un milieu de réanimation et qui ne peut pas parler. Et notre examen, notre précision va faire parler le corps, parler la peau du vivant ou du mort, et aussi faire parler la personne qui ne peut pas exprimer sa souffrance, notamment dans des crimes qui sont des crimes de violence sexuelle. Vous savez que le viol, par exemple, représente 3 cas sur 4 qui sont jugés dans les cours d'assises actuelles. Il y a des cours spéciales, des chambres départementales qui vont juger uniquement de ces viols tellement ils sont nombreux. Je ne parle pas de l'importance lorsqu'il va s'agir de mineurs. Donc nous sommes celui qui va donner, chercher le détail, essayer d'avoir la meilleure approche scientifique, parce que la justice va de plus en plus vers une culture de la preuve, et éventuellement une objection à cette preuve, et non plus de l'aveu. Il faut avoir des éléments scientifiques, et le médecin légiste, parce que médecin a une culture scientifique, parce que légiste, il a une rigueur, et il sait s'adapter aux nécessités d'un code de procédure pénale. Alors le médecin légiste, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre Médecin légiste pour les morts et les vivants. Le médecin légiste, il est là, intervenant, et il est médecin et légiste. Ça veut donc dire que dans les situations difficiles qu'on va rencontrer, on va être le médecin avec une part de soin, et notre part de soin, elle est peut-être dans un constat soigneux si c'est une victime encore vivante, parce qu'on ne peut pas être brutal, on ne peut pas occasionner de douleur, ni physique ni psychique, et il faut faire très attention à ça. Et puis on est aussi celui qui, lorsqu'il y a une scène de crime, une scène de décès, va être au contact d'une famille, de proches. Et quand ils viennent nous voir, quand ils sont là, eh bien ce sont des enfants qui demandent des nouvelles d'une mère qui a disparu, avec la violence que peut avoir pour tout à chacun la perte d'une mère. Donc notre rôle, il est aussi dans ces situations-là, d'être celui qui a le plus de tact, et on sent dans ces situations difficiles que beaucoup sont dépassés, c'est très difficile. Ce qu'on voit dans les violences, c'est une surreprésentation des femmes et des enfants ou des personnes vulnérables. On voit les victimes. Si on prend aussi l'inverse, dans les auteurs, il y a énormément de prisons d'hommes, donc d'auteurs, de violences, de délits, et très peu de prisons de femmes. Ça veut donc dire une sous-représentation. Et cette surreprésentation des violences intrafamiliales, des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, elle est là, elle s'impose. Et quand on reprend un petit peu des histoires, il s'avère que les histoires les plus violentes, la victime est souvent quelqu'un de fragile. Il est rare qu'on s'affronte à quelqu'un au moins aussi fort, peut-être même plus fort que soi, comme un défi. Au contraire, on essaie, et c'est souvent ce qu'on a dans les éléments criminels, de s'attaquer à quelqu'un de plus faible. C'est une très grande violence. Ça nous dit beaucoup de notre part d'humanité et notre part de dishumanité. L'homme est capable de faire
le meilleur comme le pire, l'invention la plus superbe, l'art le plus délicat et les abominations les plus atroces. Ce sont des hommes tout à fait ordinaires qui ont commis des abominations et des abominations génocidaires. Et ça doit nous interroger sur le profond de notre âme humaine. La nuit du 12, le film de Dominique Moll, c'est une histoire très particulière pour moi. C'est une histoire qui aurait pu être assez banale parce qu'on me sollicite pour un avis technique et le cinéma sollicite quelquefois, et assez souvent d'ailleurs, le cinéma en grand écran, les médecins légistes pour des avis techniques. Et on me demande si je peux aider à l'élaboration d'un mannequin qui va représenter un corps, un mannequin qui aurait été brûlé, mais partiellement brûlé, et à la différence de ce qu'on voit très classiquement, des corps qui ont été brûlés soit sur le dos, soit sur le ventre, là c'est un mannequin qui représente quelqu'un qui a été brûlé par un liquide inflammable qui a été versé depuis la tête et qui a ruisselé et qui a respecté le bas du corps. C'est très rare. C'est tellement rare que je me pose la question et je demande un petit peu d'où sort cette histoire. Et l'équipe technique et les gens qui me sollicitent ne savent pas trop où j'exerce, n'y font plus attention, ou en tout cas travaillent avec moi depuis des années, ils me croient encore exercer en Seine-Saint-Denis. Et il me raconte une histoire, il commence à me raconter une histoire, je dis arrêtez-vous là, je connais bien cette histoire, je la connais très très bien, je pense que je la connais peut-être celui qui la connaît le mieux, c'est moi qui suis intervenu. La nuit du 12, c'est moi qui étais le médecin légiste, c'est moi qui ai fait l'examen de corps, c'est moi qui ai constaté ces violences effroyables sur cette très jeune femme, avec une brutalité particulière dans ces lésions, qui était que si la partie haute était détruite, pas reconnaissable, difficilement reconnaissable, toute la partie basse du corps, à partir de la ceinture, traduisait une jeunesse et un élan vital. J'utilise le terme parce que c'était ça qui était extrêmement choquant. Et donc là, je sens dans l'équipe technique un moment difficile et qui les mène à appeler le réalisateur. Et Dominique Moll était lui-même tout à fait surpris, étonné. On a eu un échange parce que là, on abordait quelque chose et où son film prenait, d'une certaine façon, en tout cas, un contact avec le réel. Et je le remercie encore parce que le jour où, à la cérémonie des Césars, je n'étais pas invité, mais il aurait pu faire les remerciements d'usage. Eh bien, il a voulu parler de Maude Maréchal, on va dire son nom puisqu'il l'a cité, qui est cette jeune femme dont le meurtrier est encore libre, et dont on espère qu'il va finir par être retrouvé, puis jugé. C'est une affaire qui est maintenant au Paul Colcaise, et son film a fait remonter, ce qui n'était pas un fait divers, qui est un fait absolument terrible, sur lequel tout le monde pense, imagine, qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a contacté cette personne, elle a été entendue, c'est pas possible, c'est trop proche, c'est trop violent, c'est trop préparé, c'est pas du tout du hasard, c'est pas une agression au hasard. Et tous, on s'est unis d'une certaine façon pour que peut-être, espérons-le, la vérité sorte et que cette jeune fille ne soit pas morte pour rien, ou en tout cas que l'auteur de cette violence ait la peine qu'il mérite, et une peine lourde, j'espère. J'ai plusieurs affaires qui me hantent parce que j'ai des affaires où j'aurais pu intervenir, j'aurais pu pousser, mais je ne suis pas, je n'ai pas les pouvoirs qu'ont mes collègues anglo-saxons. J'ai des histoires où, par exemple, le fait de signaler des violences particulières aurait pu
éviter un crime terrible. Il y en a une, c'est une femme qui est victime de violences absolument terribles par son mari. On me signale, on a une période où ça ne s'enclenchait pas, la garde à vue ne s'enclenchait pas automatiquement. Il s'avère qu'on l'interpelle et puis il va commettre l'irréparable, c'est-à-dire qu'il, à sa sortie de la garde à vue qui a été courte, il va kidnapper, emmener sa femme, la poignarder, puis essayer de la détruire, l'immoler par le feu. Ou en tout cas de détruire le corps. Puis tenter de se tuer, de s'immoler, finir par se noyer, c'est quelque chose d'une brutalité absolument totale. Et cette histoire terrifique aurait pu s'arrêter là, avec le côté navrant de ne pas avoir pu réussir à sauver cette femme, parce que l'action judiciaire, bien que rapide à l'époque, n'a pas été assez rapide, n'a pas séparé assez vite l'auteur potentiel de cette femme, et cette histoire, elle va avoir plusieurs rebondissements. Le premier, c'est que lors de sa courte garde à vue, on est dans la pratique des empreintes génétiques, on commence à avoir un fichier national des empreintes génétiques, et en lui prélevant ces empreintes génétiques, alors il est mort, il n'y a pas de raison de les exploiter, bien plus tard, un mois plus tard, quand ça passe dans le traitement des milliers de prélèvements génétiques faits chaque jour en France, eh bien ça match avec une histoire absolument extraordinaire, irrésolue, un cold case qui était l'affaire Angélique Dumetz, une jeune fille qui avait été violée et tuée en périphérie à Compiègne. Une histoire absolument caractéristique parce que ce cold case a été aussi à l'origine du fichier national des empreintes génétiques. Pourquoi ? Parce que la famille voulait absolument que les empreintes génétiques soient généralisées pour pouvoir enfin trouver l'ADN du violeur. Il y avait eu un prélèvement de sperme qui avait été fait. On avait un ADN, mais pas la possibilité de le comparer. Et là, on est arrivé, et là, cette histoire s'est conclue, plus de 12 ans après le décès, par le fait que l'ADN a matché, et c'était lui qui avait tué et cette jeune fille, et 12 ans plus tard, son épouse. Et malheureusement, le juge d'instruction a eu à la fois à donner la résolution de cette affaire, en disant c'est oui, c'est bien sûr, on connaît l'auteur, et hélas, il ne pourra pas être jugé parce qu'il s'est donné la mort. Mais il y a encore un autre élément, un élément criminologique et encore plus sordide, encore plus fou, c'est que l'arme du crime a été la même arme utilisée dans les deux affaires, et que cet homme avait gardé cet objet comme un espèce d'objet rituel, comme une espèce de totem de cette violence, de cette ultra-violence qu'il était capable de faire. Et mon action de légiste a continué jusqu'à là, puisqu'il a fallu que j'expertise et l'arme et les lésions, et que je fasse la comparaison, puisque jusqu'au bout, cet homme avait voulu utiliser et le même mode d'une violence totale, avec à chaque fois dans l'agression la mort de la personne qui l'agressait, et le même objet, un objet transitionnel, diraient les psychanalystes, mais je ne m'engagerai pas sur ce terrain. L'horreur telle qu'on la voit nous conditionne dans un doute sur l'humanité, sur ce qu'on est capable de voir et de faire. Mon maître Michel Durigon disait que la médecine légale nous montre tout ce que l'homme peut faire, c'est-à-dire le pire. C'est une boutade, mais une boutade où effectivement il y a aussi une prise de distance par rapport à ce qu'on voit, qui est absolument nécessaire. On reste quand même choqué d'entendre des récits, et là j'ai des récits de vivants et de très jeunes enfants vivants racontant des abominations et des abus de vie pour l'un, de violence, de maltraitance, aujourd'hui, en 2025, avec un enfant
privée de soins, de nourriture, et une autre victime d'abus sexuels absolument effroyables. Et là, effectivement, ça nous questionne sur l'humanité. Il faudrait être sorti, mais on n'a pas la possibilité qu'ont les victimes de se dissocier. Et la difficulté, cette petite fille qui raconte son récit d'abomination pendant plus d'un quart d'heure, avec un ton monocorde, racontant les pires horreurs sans jamais élever le ton. Et puis à la fin, elle termine par « et c'est tout ». Le « et c'est tout » nous bouscule, nous remue. Et ce n'est pas 35 ans d'exercice, de médecine légale, avoir le pire, avoir vu des accidents collectifs, avoir fait ce qu'on appelle le relevage dans des circonstances très particulières, est intervenu sur des scènes très particulières qui nous empêchent d'être sourds ou de ne pas voir la douleur dans le « et c'est tout », c'est-à-dire que quelqu'un a été sorti de sa possibilité humaine, sa possibilité d'être un enfant heureux ou un adulte heureux pour vivre des choses abominables. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'humanité? Eh bien, beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire que le médecin légiste répond à qui est la victime, et c'est l'identification où est-ce qu'elle a été tuée, est-ce qu'elle a été bougée, translatée, quand est-ce que ça s'est passé, datation, comment. Alors là, on va nous demander beaucoup le comment. Et puis il nous reste derrière une question qui n'est pas posée, c'est pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu tous ces gestes, pourquoi ça s'est effectué? Et ça, c'est effectivement une question qui peut nous tarauder. Alors, le pire cauchemar pour un médecin légiste, c'est peut-être qu'effectivement, ce qu'on a pu apporter ne soit pas suffisant pour qu'une vérité judiciaire existe, ou qu'on ait pu se tromper, passer à côté de quelque chose. Donc, ça nécessite une attention de tous les instants. Mais j'ai souvenir d'un néonaticide, c'est-à-dire d'une mort le premier jour de la vie d'une petite fille, puisque c'était une petite fille, avec un crime assez organisé, assez familial d'ailleurs, très familial, même beau familial, avec une couverture un peu de la belle famille, d'une certaine façon. Et puis une élaboration par les avocats d'une belle défense sur le fait que c'était un déni de grossesse, ce qui n'était pas le cas. Elle se savait enceinte, des éléments le disaient bien, mais c'était à l'époque du jugement une vérité ou quelque chose auquel on voulait véritablement croire, un phénomène un petit peu de mode. Il y a des courants judiciaires comme ça. Et malgré tout ce qu'on avait mis en place, et l'imagerie 3D du corps, des éléments vraiment qui étaient très en avance pour l'époque, eh bien, ce qui a été entendu, c'est que non, ça devait être un geste irraisonné, bien que la mère se soit fait aider par le père, qu'il ait participé à évacuer une partie du corps et des annexes après cet accouchement, qu'il ait essayé de le dissimuler, qu'il ait essayé lui-même aussi d'amener sa femme aux urgences pour cacher un peu ces éléments-là. Malgré tout cela, eh bien, cette vérité n'a pas attendu. Et ça, effectivement, c'est un regret. C'est un regret parce que je ne cherche pas à ce qu'il y ait une peine, je cherche à ce que la vérité soit établie. Ça me semble être un respect que l'on doit aux personnes qui sont mortes, qu'elles ne soient pas mortes pour rien. Cette toute petite fille qui était tellement en bonne santé qu'il a fallu qu'ils utilisent au moins 4 moyens différents pour arriver à la tuer, eh bien elle me hante encore. Je ne suis pas content de ce moment-là, et c'était un moment où il n'existait pas d'appel d'assises, et donc la vérité populaire a été entendue, la vérité judiciaire a été établie, la mère n'a pas été reconnue coupable. Aux jeunes internes qui commencent cette carrière,
au jeune Bernard Marc, eh bien, je lui dirais que devant lui, il va avoir une vie passionnante et que si elle n'est pas simple, si elle va exiger de lui du temps, de la passion, de l'investissement, eh bien, elle va lui rapporter beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, et peut-être dans les richesses, celles qui sont d'avoir été secourables, utiles à beaucoup de victimes, au-delà même de ce qu'il peut penser, et de lui avoir appris à écouter l'autre, entendre l'autre dans des moments de souffrance et le ressentir. Et le médecin maintenant expérimenté que je suis peut regarder l'itinéraire et se dit que finalement ça a été d'une certaine façon l'itinéraire d'un interne gâté.